On connaît tous cette idée, presque un cliché, hein, l'artiste torturé. Mais au-delà du mythe, il y a une question assez intrigante. Comment est-ce que des œuvres majeures, ou même des innovations, peuvent parfois naître dans des périodes de galère, de souffrance? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Cette relation complexe. Comment la difficulté peut devenir un moteur pour créer, s'exprimer, ou même pour rebondir, quoi. On va regarder ça de plus près avec plusieurs recherches récentes pour essayer de comprendre ce lien qui paraît pas toujours logique. Des travaux de Kamaliva, du Angela Ryu et quelques autres. Bon, alors on y va. L'idée de départ, donc, c'est que la souffrance, ce serait pas juste un obstacle. Il y a des recherches, comme celle de Kamaliva en 2020, qui suggèrent que ça pourrait même être une partie de l'acte créatif. Mais comment ça fonctionne ça, concrètement? Le négatif qui produit du nouveau. C'est une excellente question, oui. Une piste intéressante, c'est que les émotions négatives, eh bien, elles peuvent nous amener à nous replier un peu sur nous-mêmes. À avoir une introspection plus intense, disons. Et ce regard vers l'intérieur, ça peut devenir une source d'inspiration. Ça stimule ce qu'on appelle la créativité émotionnelle. On cherche en quelque sorte à mettre de l'ordre, à donner une forme au chaos qu'on ressent. Ah oui, je vois. L'exemple de la pandémie de Covid, étudié par Du et ses collègues en 2021, il est assez parlant pour ça. Malgré la peur, l'isolement, on a vu plein d'initiatives créatives apparaître. C'était un peu comme une tentative de structurer cette expérience un peu folle, quoi. D'accord. Ce repli sur soi un peu forcé par l'adversité. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Parce qu'on imagine que pour certains, la souffrance, ça doit juste être paralysant, non? Ah mais tout à fait. La relation, elle est loin d'être simple ou universelle. C'est là que ça devient complexe. Des travaux comme ceux d'Angeler et son équipe en 2023, ils soulignent ce lien, qu'on observe souvent, mais qui est dur à cerner, entre certains défis de santé mentale et puis des réussites créatives vraiment exceptionnelles. Donc, la souffrance, oui, ça peut être un carburant puissant. Mais attention, ça amène aussi beaucoup d'instabilité. C'est une vraie dualité, hein. Un carburant qui peut aussi être dangereux, j'imagine. Si la créativité vient de l'ombre, est-ce qu'elle peut servir à des choses moins nobles, sinon? Exactement. Ce potentiel créatif, il peut être détourné. C'est ce qu'on appelle la créativité malveillante. Utiliser des idées nouvelles, mais dans le but de nuire intentionnellement. Une étude de Yu et ses collègues en 2024 montre bien comment la perception de menaces entre groupes, par exemple, ça peut stimuler ce genre de créativité, pour la propagande ou des stratégies de sabotage. L'innovation en soi n'est pas forcément bonne. Oui, ça fait réfléchir sur l'intention derrière et la responsabilité de celui qui crée. Mais heureusement, c'est pas toute l'histoire. Vous parliez de dualité. Oui, et l'autre facette, c'est peut-être la plus importante, c'est que la créativité est aussi un formidable outil de résilience. Elle aide à faire face, à se reconstruire. Chez les personnes âgées, par exemple, on voit que les activités créatives ont des effets neuroprotecteurs. Ça aide à maintenir les fonctions cognitives malgré le vieillissement. McFadden et Bastine en parlaient déjà en 2010. Et au niveau d'une communauté, après un choc, une catastrophe par exemple? Là aussi, son rôle est vraiment crucial. Famille et son équipe, en 2023, ils parlent de résilience créative. C'est l'idée que les communautés, elles utilisent activement des outils créatifs, l'art, l'entrepreneuriat social, de nouvelles façons de raconter leur histoire collective, pas juste pour survivre, mais pour vraiment reconstruire le tissu social, économique et même moral après un désastre. C'est une reconstruction qui passe par l'imagination, par l'action ensemble. Ça doit pas être simple de naviguer là-dedans. En effet. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle, elle devient une compétence clé. C'est ce que montrent les travaux d'Ivsevich ou d'Agnoli. Savoir reconnaître, comprendre, et puis gérer ses propres émotions. La frustration, le doute, mais aussi l'excitation. C'est crucial pour garder le cap dans un processus créatif qui est souvent plein d'embûches, hein. Et puis, il faut être clair, la souffrance, quand elle est trop intense, elle peut aussi complètement bloquer la créativité. Le stress chronique, l'insomnie qui va avec, ça peut saper toute l'énergie nécessaire. De Clercq et Pereira l'ont montré en 2020. D'où l'importance capitale d'avoir un environnement qui soutient l'écoute, le partage de connaissances, pour aider à passer ces moments difficiles. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce lien entre souffrance et créativité, il est tout sauf simple, quoi. C'est une sorte de danse complexe entre moteur et obstacle, entre résilience et danger potentiel, entre une introspection qui peut être fertile et un isolement qui peut être stérile. La douleur, elle est ni nécessaire, ni suffisante, mais elle peut clairement transformer le processus créatif. C'est tout à fait ça.
Et la recherche, elle continue d'explorer ces mécanismes assez délicats. Comprendre plus finement comment les émotions, les bonnes comme les mauvaises, interagissent avec nos capacités cognitives pour façonner la création. Et puis, saisir toutes les implications éthiques, surtout de la créativité malveillante, ça reste un défi passionnant. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir. Comment est-ce qu'on peut, individuellement ou en tant que communauté, vers quelque chose de constructif, de créatif, tout en restant bien conscient des pièges et des responsabilités que ça implique?